Imaginez un monde affreusement hostile, un monde instable dont le climat alterne sans aucune régularité entre des nuits glaciales longues comme plusieurs années terrestres et la fournaise impitoyable de 3 soleils combinés qui font soudain fondre sa surface sous l'intensité de leurs rayons. Un monde qui aurait la simple malchance de s'être formé dans un système stellaire à 3 étoiles dont les orbites terriblement chaotiques le feraient tour à tour frôler leur surface brûlante ou se faire expulser loin d'elle. En bref, un monde où clairement personne n'aurait la moindre envie de vivre. Et pourtant, pas de chance, c'est justement là, à la surface de cette planète particulièrement inhospitalière, qu'est apparue la civilisation trisolarienne. Un peuple d'extraterrestres qui en ont eu franchement ras-le-bol de leur monde, au point d'avoir construit une flotte interstellaire pour mettre fin une bonne fois pour toutes à leur calvaire, et envahir Manu Militari, la planète habitable la plus proche, pour s'installer enfin dans un climat tempéré où ils pourront vivre paisiblement leur vie d'extraterrestres. Et dans le fond, on ne leur en voudrait pas si Trisolaris ne se trouvait pas justement dans le système d'Alpha du Centaure, à seulement 4 années-lumière de nous, et si par conséquent la planète habitable la plus proche sur le point de se faire envahir, eh bien ce n'était pas la Terre. Salut les terriens, vous l'aurez peut-être reconnu, ce monde aux conditions apocalyptiques peuplé d'extraterrestres belliqueux bien décidés à nous coloniser, c'est celui du roman Le problème à 3 corps de Liu Cixin, paru en 2016 et depuis adapté en série télévisée. Pour ce qui est du reste de l'intrigue et des personnages, je ne vous en dis pas plus, mais je vous recommande tout de même la lecture du livre. Si vous êtes amateur du genre, allez-y, c'est du très bon. Quant à la série, je ne l'ai pas vue, je laisse donc celles et ceux qui ont un avis là-dessus le partager en commentaire. Quoi qu'il en soit, ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui, ce n'est pas de l'intrigue du livre, mais bien du vrai problème à 3 corps, une énigme mathématique vieille de 300 ans, en apparence d'une simplicité absolue et qui pourtant continue de nous tenir tête. Et on peut la résumer ainsi, nous sommes aujourd'hui encore en 2025 incapables de prédire les mouvements de 3 objets dans l'espace. 3 objets dans l'espace. Pas 1000, pas 10, 3. Alors oui, il se peut que ça ait l'air à première vue de contredire tout ce que vous imaginiez savoir de l'astronomie et de l'exploration spatiale, et pourtant vous m'avez bien entendu, il n'existe à ce jour aucune formule mathématique simple capable de prédire les mouvements simultanés de 3 astres tournant les uns autour des autres, qu'il s'agisse d'étoiles, de planètes ou même de lunes. On ne sait tout simplement pas faire, et a priori on ne le saura jamais. Alors, pourquoi sommes-nous aussi nuls ? Comment fait-on pour tout de même anticiper les mouvements des satellites, de la Lune et des planètes ? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, sans oublier un détour par le vrai système Trisolaris qui existe bel et bien, le temps de se demander si une planète pourrait vraiment s'y former, et si ce problème à 3 corps la rendrait réellement aussi invivable que dans le livre, et donc si ses habitants auraient vraiment intérêt à venir nous envahir. Commençons si vous le voulez bien en mettant les pieds dans le plat. Et si je vous disais que la Lune ne tourne pas autour de la Terre, pas plus que la Terre ne tourne autour du Soleil ? Bon, vous vous dites que cette vidéo commence mal ? Je vous comprends, c'est ce qu'on vous a appris à l'école. Mais cette image des planètes tournant bien sagement autour d'un soleil immobile et des lunes faisant de même autour de leur planète, si elle permet de se faire une idée générale de la dynamique du système solaire, oublie aussi malheureusement que la gravité c'est une chose qui marche à double sens et que rien n'est aussi simple. Mais laissez-moi vous expliquer ça avec l'aide de mon alter ego, le professeur Pluton, le roi du schéma approximatif. Petit exercice de pensée les amis. Imaginons 2 astres sphériques A et B de masse identique, occupés à se tourner tranquillement autour dans un univers théorique où il n'y a rien d'autre pour les embêter. On oublie pour le moment les effets relativistes en supposant que ces 2 astres sont de masse raisonnable et qu'ils n'approchent pas la vitesse de la lumière. Clairement, on ne peut pas simplement dire que A tourne autour de B, ni que B tourne autour de A. Ils tournent en réalité tous les deux autour d'un point virtuel situé au milieu, qu'on appelle leur centre de masse. C'est la situation la plus banale de la mécanique orbitale, et si rien ne vient les perturber, ils continueront à valser selon le même mouvement jusqu'à la fin des temps. Pour cette situation-là, dès le XVIIe siècle, Newton nous a donné une belle description mathématique, la solution à ses propres équations du mouvement, grâce à laquelle on est capable de prédire avec une précision théorique absolue la position des 2 sphères, et ce n'importe quand dans un temps aussi long que l'on veut. Bon, petite variante, imaginons maintenant que A soit 2 fois plus lourd que B. Les 2 astres se tournent toujours autour, mais cette fois le centre de leur mouvement commun s'est décalé. Il n'est plus à égale distance des deux, il est 2 fois plus près de A que de B, et le mouvement n'est plus symétrique. D'un point de vue mathématique cependant, ça ne change rien, Newton a toujours la situation sous contrôle.
Ok, continuons et imaginons maintenant que A soit 80 fois plus lourd que B, comme c'est le cas pour la Terre et la Lune. Eh bien on ne peut toujours pas dire que B tourne autour de A, puisqu'il tourne encore autour de leur centre de masse commun, mais celui-ci étant 80 fois plus près de A que de B, il se trouve maintenant à l'intérieur de A. A, qui représente ici la Terre, se retrouve alors avec un mouvement étonnant à gigoter autour de ce point situé environ 1000 km sous sa surface. Voilà en fait ce qui se passe vraiment quand on dit que la Lune tourne autour de la Terre. Et on trouve à peu près la même chose quand on étudie les mouvements de Jupiter et du Soleil. Là aussi, Jupiter ne tourne pas vraiment autour du Soleil, ce qui sous-entendrait que ce dernier soit immobile, mais les deux tournent autour d'un point situé cette fois carrément en dehors du Soleil. Et le Soleil lui aussi se retrouve à gigoter bizarrement autour de ce centre de masse invisible. D'un point de vue mathématique, jusque-là pas de problème. Tant qu'on ne s'intéresse qu'à un problème à deux corps, la solution mathématique proposée par Newton reste aux commandes et il est possible de prédire à volonté et sans perte de précision leur mouvement à aussi long terme que l'on veut. Mais dès qu'on dépasse le nombre fatidique de 2, tout se complique dramatiquement. À vrai dire, Newton, déjà à l'époque, commence à se poser des questions. En particulier, il se fait la réflexion que Jupiter est si massive qu'elle doit forcément influencer d'une manière ou d'une autre le mouvement de la Terre. Il imagine que lorsque notre planète se trouve quelque part entre la géante et le Soleil, notre attraction doit se soustraire à celle du Soleil et la faire un tant soit peu dévier de sa trajectoire. Une perspective inquiétante puisque cela impliquerait que le mouvement de notre planète n'est pas ni stable ni éternel, et pour l'époque, comment dire, déjà que l'Église a eu un peu de mal à accepter l'héliocentrisme de Copernic, si maintenant on commence à affirmer que l'orbite de la Terre n'est pas stable, enfin bref, mieux vaut résoudre proprement le problème avant d'émettre la moindre conclusion hâtive. Malheureusement, peu importe sous quel angle Newton attaque le problème, il ne semble y avoir aucun moyen de mettre dans une même formule les mouvements du Soleil, de la Terre et de Jupiter. Ça ne marche pas. Il paraît impossible de prédire leurs mouvements communs comme on le fait avec deux astres. C'est la naissance du problème à trois corps. Et comme pour un scientifique, rien n'est plus terriblement frustrant qu'une énigme en apparence enfantine, mais que personne ne parvient à résoudre, pendant 200 ans, des armées de physiciens et de mathématiciens vont continuer à s'y casser les dents les uns après les autres, jusqu'à ce qu'Henri Poincaré, à la fin du 19e siècle, vienne mettre tout le monde d'accord une bonne fois pour toutes. De quelle façon ? Eh bien, la différence entre Poincaré et la plupart de ceux qui se sont penchés sur le problème à trois corps avant lui, c'est qu'après avoir comme tout le monde essayé en vain de le résoudre, il change finalement son fusil d'épaule et apporte non pas la solution que tous attendent, mais bien au contraire, la preuve mathématique finale que ce problème à trois corps n'a en réalité pas de solution. Et voilà, le game est plié à tout jamais. Ok, mais est-ce que ça veut dire que le problème à trois corps n'a pas de solution ? Qu'on n'a strictement aucune idée de comment se comportent trois planètes dans le même système ? Ça paraît bizarre. Comment fait-on concrètement pour simuler le mouvement de Jupiter, Mars ou Saturne, ou même de la Terre et de ses milliers de satellites artificiels ? Ce sont des choses que l'on sait pourtant faire, non ? Effectivement, et pour comprendre la vraie nature du problème à trois corps, je ne vais pas avoir d'autre choix que de sortir un nouveau gros mot du grand chapeau des vulgarités mathématiques, et ce gros mot c'est équation différentielle. Ouais, je sais, ça pique déjà les oreilles. Une équation différentielle, qu'est-ce que c'est ? Bon déjà, c'est une équation, c'est-à-dire une égalité. Concrètement, il y a un signe égal au milieu, et si elle est différentielle, c'est qu'elle relie d'un côté une donnée à de l'autre ses variations. Mais ce sera peut-être plus clair en jetant directement un œil au cas qui nous intéresse. Écrivons donc ce qu'on appelle la seconde loi de Newton. Que nous dit exactement cette loi ? Eh bien que l'accélération a d'un objet matériel, multipliée par sa masse m, est égale à l'intensité des forces F qui s'appliquent sur lui. C'est l'équation fondamentale qui dicte le mouvement de n'importe quel objet. Dans le cas particulier de notre problème à deux corps, relativement simple, la seule force qui s'exerce sur l'astre A, c'est la gravité de l'astre B, dont l'intensité dépend directement de leur position respective. On a donc d'un côté une force qui dépend de la position des astres, et de l'autre l'effet sur leur accélération qui est la variation de la vitesse, qui est elle-même la variation de la position. C'est bien ce qu'on appelle une équation différentielle. Mais attention, cette équation à elle seule ne suffit pas à nous dire où se trouvent les astres à n'importe quel moment. Pour ça, il va falloir lui trouver ce qu'on appelle une solution. Lui trouver une solution, ça veut dire en déduire par tout un tas de calculs une nouvelle égalité qui ressemble cette fois à la position de A à n'importe quelle date future est égale à quelque chose que l'on peut facilement calculer connaissant la date en question.
Ça c'est précisément ce que Newton a su faire dès le XVIIe siècle pour un problème à 2 corps, mais que Poincaré a démontré qu'il était impossible de faire à partir de 3. Autrement dit, il n'existe pas de solution mathématique à l'équation différentielle du mouvement de 3 corps reliés par leur gravité. On ne peut pas affirmer d'un simple calcul où seront ces astres les uns par rapport aux autres à n'importe quelle date future. Ok, mais nous, quand on fait de l'astronomie ou qu'on envoie des sondes dans le système solaire, on a bien besoin de prévoir qui sera où et quand. Alors concrètement, comment on se dépatouille avec ça? Parce que des planètes, des étoiles, des lunes et des satellites, dans l'espace il y en a des brouettes qui se tournent joyeusement les uns autour des autres, et on est bien loin d'un problème à 2 corps. C'est vrai, et c'est bien pour ça qu'on a inventé toutes sortes de façons de contourner le problème, mais malheureusement toujours de façon approximative. D'abord, premier cas de figure, dans la grande majorité des situations qu'on étudie, l'un des objets est clairement bien plus massif que les autres. Si vous vous intéressez par exemple au mouvement des satellites artificiels autour de la Terre, ils sont certes des milliers, mais d'un point de vue gravitationnel, chacun constitue un problème à 2 corps avec la planète Terre, qui représente l'immense majorité de la masse en présence. Il n'est pas besoin de rentrer dans la complexité d'un problème à 4000 corps pour simuler leur mouvement, dans la mesure où, vu leur masse très faible, ils n'interagissent quasiment pas entre eux. Idem pour le mouvement des planètes autour du Soleil, à court terme, leurs interactions gravitationnelles sont négligeables au regard de l'attraction intense qui les lie au Soleil. On peut donc faire des prévisions pas complètement déconnantes de leurs mouvements en les considérant chacune dans un problème à 2 corps avec notre étoile, qui représente à elle seule la grande majorité de la masse de tout notre système. Mais déjà, on sent qu'on va un peu plus vite atteindre les limites de l'exercice. Parce que dans certains cas, la majorité en fait, il n'est plus possible de réduire le problème de cette façon. Ne serait-ce que si on veut faire des prévisions plus précises ou à plus long terme, ou encore quand les 3 astres en présence possèdent des masses comparables, comme c'est le cas dans les systèmes d'étoiles triples, à l'image de celui dont il est question dans le livre de l'introduction. Alors dans ces cas, comment s'y prend-on ? Eh bien, la solution moderne est de s'en remettre à la puissance de calcul fabuleuse des ordinateurs pour avancer pas à pas dans le temps. Connaissant les positions et les vitesses des 3 étoiles à un instant donné, ce qu'on appelle les conditions initiales du problème, il est possible, grâce à notre équation différentielle de tout à l'heure, de savoir quelle force s'applique sur chacune d'elles. Et plutôt que d'obtenir une grande solution mathématique omnisciente qui nous révélera tout de leur avenir, on va se contenter de calculer ce que ces forces auront comme effet à cet instant précis sur leur mouvement, uniquement pour en déduire leur position et vitesse juste un court pas de temps plus tard. C'est une façon de faire approximative, mais ça donne une idée assez juste des choses. Et puis on va recommencer, pas de temps après pas de temps. Plus court sera le pas de temps, plus grande sera la précision, mais avec un temps de calcul plus long. Contrairement à une solution mathématique, cette façon de procéder ne permet pas de connaître les positions des astres aussi loin dans le futur que l'on veut. À chaque itération, on perd une certaine précision, et la fiabilité baisse avec le temps. Dans les situations les plus chaotiques, on peut même finir par obtenir des résultats totalement faux à assez court terme. Mais par contre, on peut faire rentrer autant de force que l'on veut dans le calcul sans se prendre le chou à résoudre la moindre équation différentielle. C'est d'ailleurs de cette façon que tous les centres de contrôle dans le monde prédisent les trajectoires futures des satellites qu'ils suivent, car un satellite en orbite ne subit pas que les effets constants de la gravité terrestre. D'abord parce que cette gravité terrestre n'est absolument pas constante du fait de l'aplatissement des pôles et de ses autres déformations, mais en plus parce que l'attraction de la Lune et du Soleil participe aussi à le dévier de sa trajectoire, sans oublier la pression même infime des radiations solaires. En fait, dans le vide, la moindre force est à prendre en compte si on veut obtenir un résultat précis, et pour opérer un satellite, il est parfois nécessaire de prédire sa position au mètre près plusieurs jours à l'avance, ce qui à 28 000 km/h n'est pas une mince affaire. Mais revenons à nos étoiles triples et à leurs mouvements chaotiques qui gâchent la vie des pauvres trisolariens. D'abord, est-ce que c'est le genre de choses qui existent dans le vrai monde, et est-ce qu'une planète comme la leur aurait la moindre chance d'y orbiter sans se faire rapidement expulser une bonne fois pour toutes à travers le cosmos ? En utilisant la méthode de modélisation pas à pas qu'on vient de décrire, il est possible de simuler de façon plutôt fiable le mouvement de n'importe quel système gravitationnel, et donc en particulier de 3 étoiles se tournant autour. Mais ce qui saute tout de suite aux yeux, c'est que dans la grande majorité des cas, les mouvements obtenus dans ce cas-là sont totalement chaotiques. Ce qui signifie qu'il suffit d'une infime différence dans les conditions initiales de masse ou de position et vitesse des 3 étoiles pour que leur trajectoire en soit modifiée du tout au tout. Et on se retrouve presque systématiquement à assez court terme avec des étoiles qui se frôlent, voire se rentrent dedans, ou se font éjecter à jamais loin des autres.
On peut alors facilement se représenter le calvaire que serait l'existence au sein d'un tel bazar instable. Alors attention, il existe tout de même quelques configurations très particulières dans lesquelles les 3 étoiles continuent à tourner de façon stable, comme par exemple dans cette ronde en 8 où elles se suivent sur une même trajectoire, mais aussi quelques autres parfois très élégantes que des petits génies se sont amusés à trouver au fil des siècles. En fait, la recherche de solutions stables au problème des 3 corps est même devenue un genre de hobby pour mathématiciens, et il en apparaît une nouvelle de temps à autre. Mais dans tous les cas, modifier un tant soit peu un seul paramètre de ces danses bien réglées, et le chaos refait aussitôt surface pour tout envoyer valser. C'est donc dans cette situation assez désagréable que se trouvent plongés les extraterrestres du livre, avec une planète qui se fait tour à tour éjecter en périphérie du système, puis carbonisée par les rayons cumulés des 3 étoiles. À vrai dire, dans ces conditions, on serait même tenté de s'imaginer qu'aucun système réel ne pourrait contenir plus de 2 étoiles, qu'une telle instabilité condamnerait à l'autodestruction n'importe quelle configuration à 3 étoiles ou plus, et pourtant ça existe bel et bien. Et même mieux, le système d'Alpha du Centaure, le plus proche de la Terre dont il est question dans le roman, est effectivement un système à 3 étoiles, et c'est même un système à 3 étoiles stables. Mais alors, par quel miracle ? Eh bien, dans ce cas précis, ce sont les distances entre les 3 étoiles qui font office de stabilisateur, car si Alpha du Centaure est un système triple, on peut le décomposer d'abord comme un système double composé de ses étoiles A et B, qui tournent l'une autour de l'autre à moins de 36 unités astronomiques, soit plus ou moins la distance entre Pluton et le Soleil. Puis à ça vient s'ajouter une 3e étoile, C, beaucoup plus lointaine, puisqu'elle tourne, elle, à quelques 13 000 unités astronomiques du couple AB. Le problème à 3 corps est ici alors simplifié, d'abord par le fait que les interactions entre A et B ne sont quasiment pas influencées par la présence très lointaine de C, puis que du point de vue de C, le couple AB est si regroupé qu'il forme gravitationnellement un seul et même objet. On se retrouve alors dans le cas étonnant de 2 systèmes à 2 corps en quelque sorte imbriqués l'un dans l'autre et dont l'ensemble conserve dans le temps une stabilité suffisante pour ne pas s'autodétruire. Mais plus incroyable encore, le système triple d'Alpha du Centaure possède effectivement au moins une planète, exactement comme dans le roman. Et heureusement pour elle, cette planète se fait infiniment moins malmenée que dans l'histoire, car si l'intrigue du problème à 3 corps repose tout entière sur le fait que la vie serait précaire et même cauchemardesque sur une planète livrée au chaos d'un système totalement instable, avec des enchaînements de nuits interminables et des phases de frôlement avec les étoiles qui feraient fondre la surface elle-même, ce qui on peut le comprendre à la longue rendrait ses habitants suffisamment soupolés pour venir nous envahir à la première occasion, il est aussi probable que dans un tel système, cette planète n'aurait tout simplement pas eu le loisir de se former en premier lieu. En réalité, non, la planète détectée autour d'Alpha du Centaure vit à un rythme infiniment plus apaisé que celle de l'histoire. En 2021, cette planète est détectée en orbite autour de l'étoile Alpha Centauri A, elle possède la taille approximative de Neptune et tourne à environ une unité astronomique de son étoile, soit la distance Terre-Soleil. Et cette fois encore, c'est sa distance assez rapprochée à son étoile en comparaison d'Alpha Centauri B, 36 fois plus lointaine, qui sauve la stabilité du système. En gros, cette planète tourne autour d'Alpha Centauri A en ne subissant que très peu l'influence d'Alpha Centauri B. Les étoiles A et B se tournent autour sans que la planète bien plus légère n'interfère. Quant à Alpha Centauri C, elle tourne autour de tout ce système de tellement loin qu'elle fait comme s'il ne s'agissait que d'un seul objet. On a alors un système triple doté d'au moins une planète, mais dont l'imbrication très particulière lui permet d'assurer une stabilité dans le temps. D'ailleurs, dans la pratique, si les systèmes triples ne sont pas aussi rares qu'on pourrait le croire, et qu'on trouve même des systèmes de 5 voire 6 étoiles en interaction gravitationnelle, on ne connaît pas d'exemple de configuration aussi instable sur la durée que celle décrite pour Tris Solaris et ses extraterrestres. On peut donc bien comprendre leur fâcherie dans le roman, mais en réalité, la vie sur la planète d'Alpha du Centaure serait bien plus calme, bon à condition bien sûr d'aimer avoir chaud et de ne pas beaucoup dormir, puisqu'on estime sa température de surface à quelques centaines de degrés, et que la moitié de l'année, Alpha Centauri B brille dans le ciel nocturne et rend les nuits presque aussi lumineuses que les jours. Mais pour le reste, les conditions à sa surface ne sont pas si différentes de celles de n'importe quelle planète. Et voilà les terriens, a priori s'il existe une civilisation extraterrestre sur cette planète, qui est au passage notre plus proche voisine en dehors du système solaire, ce n'est pas le chaos découlant du problème à 3 corps qui les aura motivés à venir nous envahir. Nous voilà en tout cas arrivés au bout de cet épisode, s'il vous a plu n'oubliez pas le pouce, l'abonnement, un petit commentaire, et quant à moi je vous retrouve très vite pour la suite, ciao les terriens.